Mason Blackwell fixa le message texte envoyé par son ex-femme, Veronica, sa mâchoire se crispant alors qu'il le lisait pour la 3e fois. Le plan de travail en granit était froid sous sa paume alors qu'il s'appuyait dessus dans sa cuisine moderne. Dîner de Noël chez mes parents à 18h. Olivia n'est pas invitée. Elle est trop jeune pour cette réunion d'adultes. Tu peux venir seule. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Mason jeta un coup d'œil à travers le salon à air ouvert où sa fille de 17 ans décorait le sapin de Noël, accrochant avec soin les ornements qu'elle avait fabriqués tout au long de son enfance. À 17 ans, Olivia n'était plus vraiment une enfant. Elle était à quelques mois de l'université, maintenait une moyenne de 4.0 et travaillait à temps partiel au refuge animalier local. La véritable raison de cette exclusion était douloureusement évidente pour Mason. Le nouveau mari de son ex-femme, Preston Dawson, ne voulait aucun rappel du précédent mariage de Veronica lors de ce qui était maintenant leur fête familiale. « Tout va bien, papa ?» demanda Olivia, remarquant l'expression de son père. Mason adoucit ses traits. « Juste des affaires », mentit-il en glissant son téléphone dans sa poche. Il ne voulait pas lui parler du message. Pas encore. À 42 ans, Mason avait bâti un empire à partir de rien, en commençant par une petite entreprise de transport héritée de son père. Il s'était ensuite diversifié dans la logistique, l'entreposage, puis le développement immobilier. Son succès lui avait valu des ennemis puissants et des amis loyaux. Ceux qui connaissaient Mason professionnellement le respectaient et le craignaient. Ceux qui le trahissaient dans les affaires apprenaient rapidement qu'il fonctionnait selon un code simple, la loyauté avant tout. La trahison était impardonnable. En 20 ans de construction d'entreprise, il avait écrasé des concurrents qui avaient tenté de le saper, licencié des cadres qui avaient divulgué des secrets d'entreprise et détruit méthodiquement la réputation d'anciens partenaires qui avaient violé sa confiance. Sa dureté en affaires n'avait d'égal que son dévouement envers sa fille. Lorsque Veronica les avait quittés il y a 3 ans pour Preston Dawson, ancien ami et associé de Mason, il avait lutté et obtenu la garde principale d'Olivia. Le divorce avait été houleux, Veronica essayant de dépeindre Mason comme un bourreau de travail froid et calculateur. Mais le juge n'avait pas été dupe, surtout après la révélation de l'affaire de Veronica, qui avait duré 1 an, et de ses absences fréquentes dans la vie d'Olivia. Ce soir-là, après qu'Olivia soit allée se coucher, Mason se versa 3 doigts de bourbon et sortit sur son balcon, contemplant la silhouette de Seattle. L'air de décembre était vif et froid, annonçant l'arrivée de la neige. En sirotant son verre, Mason prit sa décision. Il ne se disputerait pas avec Veronica au sujet de l'exclusion d'Olivia. Se battre ne ferait que créer plus de tension pour sa fille. À la place, il sortit son téléphone et tapa une réponse simple. « Nous ne viendrons pas. » Puis, il appela son vieil ami et chef de la sécurité, Dominic Porter. « Dom, j'ai besoin que tu fasses quelques recherches. Preston Dawson. Je veux tout savoir, ses finances, ses habitudes, ses secrets. Surtout ses liens avec la famille Winters. » Dominic ne posa aucune question. En 15 ans de travail pour Mason, il avait appris que son patron n'agissait jamais sans raison. Considère que c'est fait. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Mason fixa les lumières de la ville en contrebas, sa voix se durcissant dans un murmure menaçant. Jusqu'au bout. Pas la moindre pierre ne doit rester non retournée. 3 ans qu'il gardait son calme. 3 ans qu'il ravalait sa rage pour le bien d'Olivia. Mais exclure sa fille d'un Noël en famille? C'était l'insulte de trop. Veronica et Preston venaient de commettre une erreur catastrophique. Ils avaient réveillé la bête que les rivaux commerciaux de Mason craignaient tant. Et avec sagesse, il décida. Nous passerons Noël ici. Nous inviterons grand-mère Rose, oncle Léo et sa famille, ainsi que toute autre personne que tu souhaites, des personnes qui méritent d'être dans ta vie. Plus tard dans la soirée, Mason appela à nouveau Dominic. J'ai besoin que tu mettes en place une surveillance des activités bancaires de Harold Winter, ordonna-t-il. Et trouve-moi tout ce que tu peux sur les investisseurs du projet Bellevue Développement. Quelqu'un parle, et je dois savoir qui. Tu penses que le père de Veronica est aussi impliqué? Le rire de Mason était glacial.
Harold Winters essaie de s'emparer de mon entreprise depuis 10 ans. Bien sûr qu'il est impliqué. La question est de savoir jusqu'à quel point. Après avoir raccroché, Mason se dirigea vers le coffre-fort de son bureau à domicile et composa la combinaison. À l'intérieur, sous des documents juridiques et des liasses d'argent liquide, se trouvait un petit carnet noir, sa police d'assurance depuis des années. Il y consignait des informations compromettantes sur des associés d'affaires, des politiciens et des concurrents. Non pas pour faire du chantage, mais pour se protéger. Il feuilleta la section concernant Harold Winters, relisant les notes sur les précédents manquements éthiques du banquier, y compris un règlement discret pour harcèlement sexuel et quelques approbations de prêts douteux. Mais ce n'était pas suffisant, pas pour ce que Mason avait en tête. Son téléphone émit un bip avec un message de Véronica. Réfléchis pour Noël. Mes parents veulent te voir. Le sourire de Mason était aussi froid que l'hiver. Bien sûr qu'il voulait le revoir. Avec l'entreprise de Preston en difficulté et le développement Bellevue promettant des rendements massifs, il cherchait à regagner ses bonnes grâces. Il ne répondit pas. À la place, il commença à appeler son avocat, son conseiller financier et plusieurs autres personnes dont les services seraient nécessaires pour ce qu'il planifiait. À minuit, la structure de sa vengeance prenait forme, méthodique, complète et absolument dévastatrice, comme tout ce que Mason Blackwell entreprenait. Chapitre 3, l'architecte de la vengeance. Le lendemain matin, Mason arriva à son bureau avant l'aube. Son assistante exécutive, Lydia Nakamura, était déjà là, avec du café et les documents qu'il avait demandés. La liste des investisseurs pour Bellevue est complète, dit-elle en lui tendant un dossier. Et votre ex a passé 3 appels à votre service juridique hier. Mason hocha la tête. Lydia travaillait avec lui depuis 12 ans et faisait partie des rares personnes en qui il avait une confiance totale. Elle avait repoussé plusieurs tentatives de débauchage, y compris une orchestrée par Lloyd Reeves lors de la tentative de coup d'État. J'ai aussi des informations sur cette autre affaire, poursuivit-elle, posant un autre dossier plus mince sur son bureau. C'est comme vous le pensiez, la famille Winters est fortement endettée. La banque de Harold est sous surveillance fédérale pour irrégularité de prêts et la plupart de leurs actifs personnels dépendent de la performance de la banque. Quant à Preston, son cabinet d'investissement a perdu 3 clients majeurs le trimestre dernier. Il fonctionne sur du temps et de l'argent emprunté. Mason feuilleta les pages, son expression se durcissant. Ils sont désespérés. Voilà pourquoi ils s'intéressent soudainement à la réconciliation. Lydia hésita un instant avant d'ajouter. Il y a une dernière chose. Le fonds universitaire de votre fille, celui séparé au nom de Véronica et non le fonds en fiducie, a été vidé. Transféré sur un compte offshore le mois dernier. Une rage brûlante envahit Mason. Il avait créé ce fonds lors du règlement du divorce, en signe de bonne volonté, avec Véronica comme fiduciaire. Il contenait 250 000 $ destinés aux études d'Olivia. Fais venir Dominique et mon avocat, tout de suite. En moins d'une heure, son bureau s'était transformé en salle de guerre. Daniel Fitzgerald, son avocat d'affaires impitoyable, parcourait les documents financiers tandis que Dominique rapportait ses dernières trouvailles. Preston a fait 4 voyages à Vegas ces 2 derniers mois, expliqua Dominique. Il a perdu beaucoup d'argent chaque fois. Il doit au moins un demi-million à des personnes douteuses. Daniel leva les yeux de ses papiers. Techniquement légal puisque Véronica avait le contrôle, moralement répréhensible mais pas criminel, à moins que nous puissions prouver l'intention de frauder. Mason abattit son poing sur le bureau. Elle a volé à notre fille. Trouve-moi un moyen de la faire payer. Daniel réfléchit un instant. Si nous prouvons que l'argent n'a pas été utilisé pour des dépenses éducatives, nous pourrions déposer une plainte pour non-respect de l'accord et demander des dommages financiers. Faites-le, ordonna Mason. Alors que ses collaborateurs exécutaient ses instructions, Mason se tourna vers la fenêtre, observant la neige recouvrir Seattle d'un manteau trompeur de pureté. Son téléphone sonna, Véronica. Après un moment d'hésitation, il répondit. Mason. Sa voix était douce comme du miel, un ton qu'il avait autrefois trouvé irrésistible et qu'il reconnaissait maintenant comme manipulateur. J'espère qu'on pourra parler de Noël.
Mes parents veulent vraiment te voir pour discuter de quelques opportunités d'affaires. Un timing intéressant, répondit-il froidement. Surtout après avoir explicitement désinvité notre fille. Le silence à l'autre bout de la ligne en disait long. Je ne sais pas de quoi tu parles, finit par balbutier Véronica. Oh, je pense que si. Et je pense aussi que toi, Preston et ton père êtes en grande difficulté financière. Et maintenant, vous voulez que je vous sauve la mise. Il fit une pause. Dites à Harold que ces irrégularités de prêt commencent à devenir visibles. La Commission fédérale bancaire pose déjà des questions. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, puis appela immédiatement son banquier. Théodore, j'ai besoin d'accélérer certaines transactions. À quelle vitesse pouvons-nous avancer sur les acquisitions de propriétés de Bellevue? Les parcelles de l'Est? Nous sommes toujours en négociation. Toutes. Chaque propriété de la zone de développement. Je veux qu'elle soit sécurisée d'ici la fin de la semaine. Théodore hésita. C'est agressif. Nous devrons proposer bien au-dessus de la valeur marchande pour conclure aussi rapidement. Faites-le. Et encore une chose, contactez tous les investisseurs de la société de Preston Dawson. Offrez-leur un rendement garanti de 8% s'ils transfèrent leurs fonds vers notre nouvelle société de développement. Mason, c'est une approche presque hostile de recrutement. C'est du business. Mason le coupa. Et Théodore, assurez-vous d'une confidentialité absolue. Toute personne qui divulgue des informations est définitivement exclue. Ce soir-là, Mason créa une nouvelle tradition de Noël avec Olivia. Ils commandèrent à emporter dans son restaurant préféré et regardèrent des films de vacances tout en discutant de ses candidatures à l'université. Il ne mentionna pas sa découverte concernant le fonds universitaire vidé. Elle avait déjà assez de soucis avec le rejet de sa mère. J'ai réfléchi, dit Olivia lors d'une pause entre les films. Je ne veux pas aller chez maman pour le réveillon de Noël. Ça va? Mason observa attentivement sa fille. Bien sûr que ça va. Mais puis-je te demander pourquoi? Olivia joua nerveusement avec sa manche. La dernière fois que j'étais là-bas, j'ai entendu Preston et grand-père Winters parler de toi. Ils ne savaient pas que j'écoutais, mais Preston disait quelque chose à propos d'exploiter les ressources de Mason tant qu'il le pouvait encore. Ça m'a semblé mauvais. Le cœur de Mason se gonfla de fierté, même si sa détermination se durcit davantage. Tu n'es jamais obligé d'aller là où tu ne te sens pas à l'aise. Et Olivia, merci de m'en avoir parlé. Après qu'elle se soit couchée, Mason passa un dernier appel à un vieil associé nommé Victor Hargrove. Victor opérait dans les zones d'ombre du monde des affaires de Seattle, spécialisé dans l'acquisition d'informations par des méthodes qu'il valait mieux ne pas évoquer. J'ai besoin de tout sur les dettes de jeu de Preston Dawson, ordonna Mason. Non, montant, méthode de recouvrement. Et je veux ses contacts à Vegas. C'est un territoire dangereux, prévint Victor. Certains de ses créanciers ne sont pas du genre à négocier. C'est ce que j'espère, répondit Mason. Trouve-moi le plus impatient et le plus violent du lot. Tandis que la neige continuait de tomber dehors, Mason Blackwell finalisait son plan de vengeance. Pour Noël, la famille Winters et Preston Dawson comprendraient l'erreur catastrophique qu'ils avaient commise en le trahissant et en blessant sa fille. Ils ne savaient pas encore que leur rejet d'Olivia au dîner de Noël allait déclencher une avalanche qui les ensevelirait tous. Chapitre 4, les cartes sur table. 3 jours avant Noël, Mason se trouvait face à un homme connu seulement sous le nom de Russo, dans une salle privée d'un club huppé du centre-ville. Le costume coûteux de Russo ne parvenait pas à dissimuler son aura dangereuse. C'était un homme d'affaires spécialisé dans le recouvrement de dettes pour certaines entreprises de Las Vegas opérant en dehors du système bancaire conventionnel. Un demi-million, confirma Russo en glissant un dossier sur la table. Dawson évite mes appels depuis des semaines. Mes employeurs sont impatients. Mason examina les reconnaissances de dettes portant la signature désespérée de Preston. Et si quelqu'un rachetait cette dette? Les sourcils de Russo se levèrent légèrement. Demande inhabituelle. Ce ne sont pas exactement des titres transférables.
Je propose de racheter la dette à sa pleine valeur plus 20% pour votre désagrément, dit calmement Mason en glissant une enveloppe sur la table. Argent liquide, intraçable. Et pourquoi feriez-vous ça, monsieur Blackwell? Disons simplement que Preston Dawson et moi avons des affaires non terminées. Russo feuilleta l'enveloppe, comptant les billets de $100. Mes employeurs ne vendent généralement pas de dettes. Ils préfèrent les recouvrer avec intérêt et leçons à la clé. Je comprends parfaitement, acquiesça Mason. En fait, j'espérais conserver certains de vos services de recouvrement, mais rediriger selon mon calendrier. Un sourire lent se dessina sur le visage de Russo en comprenant l'allusion. Vous ne voulez pas effacer sa dette. Vous voulez contrôler quand et comment elle est recouvrée. Exactement. Ça peut s'arranger, dit Russo en empochant l'enveloppe. Pour le bon prix et avec les garanties nécessaires. Ce jour-là, Mason devint le détenteur des dettes de jeu de Preston Dawson et négocia des modalités spécifiques pour leur recouvrement, juste après Noël, lorsque cela causerait un maximum de dégâts. Plus tard dans l'après-midi, il rencontra Theodore Alvarez, son banquier, qui apporta d'excellentes nouvelles. Nous avons sécurisé 90% des propriétés de Bellevue, annonça Theodore. Les derniers récalcitrants céderont en voyant les accords de leurs voisins. Quant aux investisseurs de Preston, s'étant déjà accepté de transférer leurs fonds vers votre société de développement, soit près de 60% de ses actifs. Mason acquiesça avec satisfaction. Et les propriétés de la famille Winters? Theodore lui présenta un autre document. La société Écran a acquis 3 des 5 immeubles commerciaux de Winters Holdings. Ils n'ont aucune idée que vous êtes l'acheteur. Les achats semblent provenir de groupes d'investissement étrangers. Parfait. En 3 jours seulement, Mason avait orchestré un plan pour démanteler systématiquement les fondations financières de tous ceux qui l'avaient trahi. Et faire face à ses dettes de jeu en même temps. Harold Winters devrait faire face au régulateur bancaire et découvrir que son immobilier commercial avait été acquis par son ennemi. Et Veronica. Veronica regarderait tout s'effondrer, réalisant trop tard qu'elle s'était rangée du côté du mauvais homme. Ce soir-là, le téléphone de Mason vibra avec un autre message de Veronica. Mason, s'il te plaît, sois raisonnable. Mes parents reçoivent des associés d'affaires importants pour le dîner de Noël. Ta présence serait précieuse. Nous pourrions discuter de la situation du fonds universitaire. Mason montra le message à Olivia, qui l'aidait à emballer des cadeaux pour leur propre fête de Noël. Elle essaie toujours de te faire venir sans moi, demanda Olivia d'une voix faible, malgré son effort pour paraître détachée. Oui, et apparemment, je suis censé être le divertissement pour les associés d'affaires de ses parents, répondit Mason, d'un ton léger mais avec un regard dur. J'ai déjà refusé 2 fois. Olivia posa les ciseaux qu'elle utilisait. Papa, puis-je te demander quelque chose? Maman a-t-elle vraiment pris mon argent pour l'université? Mason hésita, puis hocha la tête. Oui, je l'ai découvert récemment. Mais ne t'inquiète pas, ton éducation est assurée. J'ai créé un nouveau fonds de fiducie auquel personne d'autre que toi n'aura accès à tes 18 ans. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. Pourquoi elle me déteste autant? Mason serra sa fille dans ses bras. Elle ne te déteste pas, chérie. Elle est juste égoïste. Certaines personnes sont incapables d'aimer quelqu'un plus qu'elles-mêmes. En consolant sa fille, la détermination de Mason se cristallisa encore davantage. Les plans qu'il avait mis en place n'étaient plus seulement une question de vengeance, mais de justice pour un enfant trahi par sa propre mère. Le lendemain matin, Dominique arriva chez Mason avec des nouvelles urgentes. Preston a essayé d'accéder à des informations confidentielles sur le projet Bellevue, rapporta-t-il. Il a contacté 3 de tes chefs de projet, offrant des pots de vin pour obtenir des détails internes. Quelqu'un a-t-il mordu à l'hameçon? Non, tes employés sont loyaux. Mais il y a plus, il appelle désespérément des contacts dans toute la ville. On dit que son entreprise est à quelques semaines de l'insolvabilité. Mason sourit froidement. Accélère l'exode des investisseurs. Je veux que son entreprise soit vide d'ici la veille de Noël. C'est déjà en cours, acquiesça Dominique.
Mais il y a autre chose, Véronica a visité la banque de son père hier et a tenté de contracter une seconde hypothèque sur votre ancienne maison, celle que tu lui as laissée lors du divorce. Peut-elle légalement le faire? Oui, elle est entièrement à son nom, selon l'accord de divorce. Mais la banque a refusé. Après un signalement anonyme, ils examinent de près tous les prêts approuvés par Harold Winters. Mason laissa échapper un rire sans joie. Il manque déjà de liquidité? Parfait. Plus tard dans la journée, Mason reçut un appel inattendu d'Harold Winters lui-même. Mason, dit l'homme plus âgé d'un ton artificiellement jovial, cela fait trop longtemps. J'espère que tu envisageras de nous rejoindre pour le dîner de Noël. Je suis surpris de t'entendre directement. Véronica t'a-t-elle chargé de garantir ma présence? La famille devrait être ensemble à Noël, répondit Harold en se ressaisissant. Et j'espérais que nous pourrions discuter de certaines opportunités commerciales. Intéressant que tu mentionnes spécifiquement ce projet, répondit Mason, étant donné que ton gendre a essayé de soudoyer mes employés pour obtenir des informations. Le silence qui suivit était éloquent. Je n'étais pas au courant, finit par admettre Harold, son enthousiasme évaporé. Il n'y aura aucune collaboration. Ta fille a exclu ma fille de Noël. Cela me dit tout sur notre position. Maintenant, écoute-moi bien, dit Harold, son ton se durcissant. Tout ce qui concerne ma fille n'est jamais un détail, rétorqua Mason avant de raccrocher. Son assistante Lydia entra alors avec une mise à jour. Monsieur, la commission de zonage de Bellevue a approuvé toutes nos demandes de permis. Nous pourrons commencer les travaux en janvier. Et les parcelles adjacentes, celles détenues par Winters Holdings? La société Écran contrôle désormais 4 des 5 propriétés, la dernière sera clôturée demain. Planifie la démolition pour le 26 décembre. Je veux qu'Harold Winters revienne du dîner de Noël pour découvrir que ses biens immobiliers commerciaux sont rasés. Lydia hocha la tête, professionnelle. C'est agressif. C'est nécessaire, répliqua Mason. Et envoie un bonus de Noël à tous ceux qui ont refusé les pots de vin de Preston. La loyauté mérite d'être récompensée. Lorsque Lydia quitta la pièce, Mason se concentra sur son ordinateur, examinant les derniers détails de son plan. Pour le jour de Noël, tout serait en place pour la destruction financière complète de la famille Winters et de Preston Dawson. Tout cela avait commencé avec une simple exclusion du dîner de Noël. Et les joueurs, 2 jours avant Noël, Mason reçut un appel paniqué de Véronica. « Que as-tu fait » demanda-t-elle sans préambule. « Il va falloir être plus précis » répondit Mason calmement, en signalant à Olivia, qui l'aidait à décorer leur sapin de Noël, qu'il avait besoin d'un moment. Il se dirigea vers son bureau, fermant la porte derrière lui. Les investisseurs de Preston se retirent, tous. Quelqu'un les attire avec des promesses de rendement garanties sur un nouveau projet de développement, dit la voix de Véronica, tremblante de fureur contenue. Je sais que c'est toi qui fais ça. Ça ressemble à un problème d'affaires, répondit Mason, peut-être que Preston devrait se concentrer davantage sur la satisfaction de ses clients, et moins sur l'idée de soudoyer mes employés. Ne joue pas à ce jeu, Mason. Nous avons besoin de ces investisseurs. Il y eut une pause, puis sa voix se fit suppliante. Écoute, je suis désolé pour le malentendu sur le dîner de Noël. Bien sûr, Olivia est la bienvenue. Venez, tous les deux. Le retournement soudain était exactement ce que Mason avait anticipé. Maintenant qu'il ressentait la pression financière, Olivia était soudainement la bienvenue à la réunion familiale. Une offre généreuse, mais nous avons déjà d'autres projets, répondit Mason. Quant aux investisseurs de Preston, ils sont libres de placer leur argent où ils obtiennent les meilleurs rendements. C'est le capitalisme, Véronica. Je pensais que ton nouveau mari était un fervent défenseur des marchés libres. Tu fais ça pour me punir, accusa-t-elle. Pas tout est une question de toi, répliqua Mason froidement. Mais puisque nous en parlons, voudrais-tu expliquer pourquoi le fonds universitaire d'Olivia est vide? Le silence à l'autre bout de la ligne en disait long. C'était un transfert temporaire, balbutia finalement Véronica. Preston avait une opportunité d'investissement qui aurait doublé l'argent. On allait le remettre avec des intérêts. Épargne tes mensonges pour quelqu'un qui pourrait y croire, rétorqua Mason,
la voix glacée. Tu as volé notre fille. Cet argent était pour son éducation, pas pour couvrir les dettes de jeu de Preston ou les problèmes bancaires de ton père. De quoi parles-tu? Quelle dette de jeu? Quel problème bancaire? La panique dans sa voix était sincère. Mason sourit froidement, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Tu ferais bien d'avoir des conversations honnêtes avec ton mari et ton père. Au revoir, Véronica. Après avoir raccroché, Mason retrouva Olivia dans le salon. Tout va bien? Demanda-t-elle en accrochant précautionneusement un ornement en forme de petit camion, souvenir du premier business de Mason. Tout va bien, la rassura-t-il. Ta mère appelait encore à propos du dîner de Noël. Le visage d'Olivia se contracta légèrement. Elle veut toujours que tu viennes sans moi. En fait, elle a changé d'avis. Nous sommes tous les deux invités maintenant. Mason observa son expression avec attention. Mais, je lui ai dit que nous avions déjà des projets. Un soulagement se peignit sur le visage d'Olivia. Bien. Je ne veux pas y aller de toute façon. Mason l'aida à accrocher un autre ornement. Tu sais, peu importe ce qui se passe avec ta mère, je te mettrai toujours en premier. Je sais, papa, sourit-elle. C'est pour ça que je veux rester avec toi. Plus tard dans l'après-midi, Mason rencontra Victor Harov à une table isolée dans un restaurant en bord de mer. J'ai contacté les associés de Russo à Vegas, rapporta Victor. Ils sont prêts à intervenir contre Dawson le jour après Noël, comme demandé. Ils sont aussi pressés de récupérer certains objets qu'il détient en garantie, dont une montre PC Philippe appartenant à Harold Winters. Mason haussa un sourcil. Harold a mis sa montre en garantie pour les dettes de jeu de son gendre? Apparemment, Preston lui a fait croire que c'était pour un investissement commercial. Harold ne sait pas pour les dettes de jeu, ajouta Victor. C'était un développement inattendu, mais bienvenu. Assure-toi que la montre soit retournée à Harold personnellement, avec une explication de l'endroit où elle a été. Victor acquiesça. Considère ça fait. Il y a autre chose, ajouta Victor. Preston a fait des recherches pour vendre rapidement une propriété. La résidence qu'il partage avec Véronica, ma vieille maison. Mason réfléchit. Ils sont plus désespérés que je ne le pensais. Il y a plus, poursuivit Victor. J'ai surveillé Harold Winters comme demandé. Il a effectué un gros retrait de son compte personnel hier, 200 000 $ en chèque de banque. Puis il les a déposés sur le compte professionnel de Preston. Les yeux de Mason se firent perçants. Il essaie de renforcer l'entreprise de Preston avec son propre argent? Oui, mais voici où ça devient intéressant. L'argent que Harold a retiré correspond exactement à la somme récemment déposée sur un fonds éducatif pour ses autres petits-enfants, les enfants de la sœur de Véronica. L'implication était évidente, Harold avait volé ses autres petits-enfants pour aider Preston et Véronica. La corruption coule dans la famille, observa froidement Mason. Envoie cette information à la commission bancaire et les enquêteurs. Victor, découvre si Véronica a d'autres comptes dont nous ignorons l'existence. Je veux suivre chaque centime du fonds universitaire volé à Olivia. Ce soir-là, alors que Mason passait en revue les derniers détails de son plan, Dominique appela avec une nouvelle mise à jour. L'entreprise de Preston est officiellement en difficulté. Ils ont annoncé une suspension temporaire des retraits des clients, prétendant que cela est dû aux procédures comptables de fin d'année. La presse financière commence déjà à poser des questions. Un timing parfait, nota Mason. Et nos contacts médiatiques sont prêts à publier l'histoire le 26 décembre, avec des détails sur ses dettes de jeu et le prêt d'Harold Winters. Cela coïncidera avec l'intensification de l'enquête de la commission bancaire. Mason acquiesça avec satisfaction. Assure-toi qu'il y ait un photographe devant la maison des Winters le jour de Noël. Je veux des images de leur réunion familiale joyeuse qui accompagneront l'histoire de leur effondrement financier. Le lendemain, la veille de Noël, les dernières pièces du plan de Mason se mirent en place. Son avocat confirmait qu'une action en justice avait été déposée contre Véronica pour mauvaise gestion du fonds universitaire d'Olivia, avec une date d'audience fixée pour début janvier. Son banquier rapporta que le dernier des grands investisseurs de Preston avait retiré ses fonds. Et le plus satisfaisant,
la société Écran avait acquis toutes les propriétés commerciales de la famille Winters. Le téléphone de Mason ne cessait de sonner tout au long de la journée, des appels de Veronica, Preston et Harold, tous de plus en plus désespérés. Il les ignora tous, se concentrant uniquement sur la création d'une veille de Noël parfaite pour Olivia. Ils organisèrent une petite réunion avec la mère de Mason, Rose, son frère Léo et sa famille, ainsi que quelques-uns des amis les plus proches d'Olivia. Ils échangèrent des cadeaux, savourèrent un dîner traiteur et jouèrent à des jeux de société jusqu'à tard dans la nuit. Pas une seule fois Mason ne consulta son téléphone ni ne mentionna les affaires. Lorsque leurs invités partirent, il savait que ce Noël serait inoubliable pour Olivia, loin des intrigues et des trahisons. Alors qu'Olivia montait se coucher, elle serra son père dans ses bras avec force. « C'était la meilleure veille de Noël de ma vie », murmura-t-elle avec une douceur infinie. « Merci de toujours me choisir. »« Toujours », promit Mason en déposant un baiser tendre sur le sommet de sa tête. Une fois Olivia montée à l'étage, Mason prit enfin le temps de vérifier ses messages. 7 messages vocaux, de plus en plus désespérés, provenant de Veronica. Le dernier était empreint de larmes et de supplications. « Mason, s'il te plaît, quoi que tu fasses, arrête. Mon père dit que ses comptes bancaires sont en cours d'audit, les investisseurs de Preston s'enfuient. Nous avons besoin de te parler. Viens demain, amène Olivia. Bien sûr, nous pouvons arranger ça en famille. » Mason supprima les messages sans répondre, puis passa un dernier coup de fil à Russo. « Tout est prêt pour le 26, confirma-t-il. »« Tout est arrangé, » assura Russo. « Mes associés rendront visite à Monsieur Dawson dès 9 h du matin. Il vous remercie pour la prime de Noël que vous avez donnée en compensation du travail le lendemain d'un jour férié. Excellent. Souviens-toi, je veux qu'il ait peur, pas qu'il soit blessé. La ruine financière et l'humiliation publique suffisent comme punition. » En terminant l'appel, Mason fixa la nuit enneigée de Seattle par la fenêtre. Demain, ce serait Noël, le jour où il apporterait son changement discret au rassemblement familial des Winters, amorçant ainsi la phase finale de sa vengeance. Chapitre 6, le changement silencieux. Le matin de Noël se leva brillant et clair, le soleil reflétant la neige fraîche. Mason et Olivia échangèrent leurs cadeaux en pyjama. Il lui avait offert un nouvel ordinateur portable pour l'université, des livres de ses auteurs préférés et un petit pendentif en saphir ayant appartenu à sa grand-mère. « Encore une chose, » dit Mason en lui tendant une enveloppe. Olivia l'ouvrit pour découvrir les documents d'un nouveau fonds fiduciaire à son nom, avec un montant doublé par rapport au fonds universitaire que Veronica avait vidé. « Papa, c'est trop », protesta Olivia, les yeux écarquillés. « C'est ton avenir », répondit simplement Mason. « Et celui-ci est inattaquable. Toi seul pourras y accéder à tes 18 ans, ce qui est dans quelques mois. Personne d'autre, ni moi, ni ta mère, ne pourra y toucher. » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia alors qu'elle le serrait dans ses bras. « Merci. » Ils passèrent la matinée dans une quiétude familiale, préparant ensemble le petit déjeuner et regardant des films de Noël. Vers midi, le téléphone de Mason se mit de nouveau à sonner, Veronica, puis Harold, puis Preston. Il ignora les appels. Enfin, à 14 h, il se tourna vers Olivia. « J'ai un petit déplacement à faire pour affaires. Ça ira ici ? Ta grand-mère viendra à 16 h pour le dîner. » Olivia parut surprise. « Des affaires le jour de Noël ? » Mason sourit. « Juste une course rapide, je te promets d'être de retour pour le dîner. » Après avoir enfilé un costume impeccable, Mason conduisit son Range Rover noir dans les rues enneigées jusqu'au quartier huppé où vivaient Harold et Diane Winters. Il se gara à un pâté de maison, puis appela Dominique, posté près de la maison. « Rapport de situation ? » « Ils sont tous là, » confirma Dominique. Harold, Diane, Veronica, Preston et une douzaine d'associés d'affaires avec leurs épouses. Ils surveillent la porte depuis tout l'après-midi. Veronica a l'air au bord de la crise de nerfs. Parfait. Et le photographe ? En position, de l'autre côté de la rue. Il capturera tout. Bien, j'approche. Mason s'avança calmement vers la grande demeure de style Tudor, illuminée de l'intérieur, avec des voitures luxueuses alignées dans l'allée circulaire.
Par la grande baille vitrée, il aperçut Harold présidant le salon, Veronica vérifiant frénétiquement son téléphone, et Preston, visiblement déjà bien imbibé. Il ne sonna pas à la porte. À la place, il appela Veronica depuis l'extérieur. « Mason ? Où es-tu ? Tu viens ? Regarde par la fenêtre, répondit-il calmement. Lorsque Veronica apparut à la fenêtre, son visage se figea en voyant Mason debout sur le trottoir, tenant une enveloppe bien en vue. Elle fit de grands gestes, indiquant de venir. Mason resta immobile, levant l'enveloppe pour qu'elle la voie clairement. « Que fais-tu ? demanda-t-elle au téléphone. « Je t'ai dit que nous ne viendrions pas. Mais je tenais à te livrer ton cadeau de Noël personnellement. » Les parents de Veronica restaient figés, observant avec horreur. Non, la famille de Veronica ne trahit pas ses membres. La famille ne vole pas les enfants. La famille n'exclut pas une jeune de 17 ans du dîner de Noël parce que c'est incommode. La voix de Mason était douce, mais elle résonnait clairement dans l'air froid. Vous avez fait votre choix il y a 3 ans. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Alors qu'il s'éloignait, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement derrière lui, suivie des clics rapides d'un appareil photo. La voix de Preston retentit, légèrement altérée par l'alcool et la panique. « Blackwell, vous ne pouvez pas faire ça. Nous devons parler. » Mason ne se retourna pas. Le changement discret dans leur plan de Noël avait été annoncé. Au lieu de participer au dîner en tant que sauveur financier comme il l'espérait, il leur avait livré la nouvelle de leur ruine imminente. À son retour chez lui, Olivia mettait la table pour le dîner avec l'aide de sa mère. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda Rose en remarquant son expression. « Tout est parfait », assura Mason en l'embrassant sur la joue. « Je viens juste de régler une affaire en suspens. » Ce soir-là, alors qu'ils savouraient leur dîner de Noël, le téléphone de Mason vibra avec un message de Dominique. « C'est fait. Les photos ont tout capturé. Les médias sont alertés pour l'histoire de demain. La commission bancaire a accéléré son audit pour le 27 suite aux nouvelles informations. » Mason sourit pour lui-même puis éteignit son téléphone. La revanche qu'il avait orchestrée se déroulerait, qu'il la suive ou non. Ce soir était pour la famille, sa vraie famille. De l'autre côté de la ville, le dîner de Noël des Winter sombrait dans le chaos alors qu'Harold, Preston et Veronica appelaient frénétiquement avocats, banquiers et associés pour comprendre l'ampleur du désastre qui venait de s'abattre sur eux. Mais il était trop tard. Le changement discret avait été fait, et le lendemain apporterait l'avalanche. Chapitre 7, Jour de rétribution. L'aube se leva sur Seattle le 26 décembre, accompagné au loin par le grondement des engins de démolition qui prenaient vie. Mason était assis dans son bureau à domicile, une tasse de café à la main, regardant plusieurs flux d'actualité sur ses écrans d'ordinateur. La chaîne d'information financière ouvrait avec l'histoire, la société Dawson Investment gèle tous les comptes suite à des allégations de fraude. L'écran montrait Preston pris d'assaut par des journalistes devant son immeuble de bureau, son apparence négligée contrastant avec son image habituelle, soignée et impeccable. Sur un autre écran, une station locale couvrait la démolition soudaine de propriétés commerciales près du site de développement de Bellevue, démolition surprise pendant les vacances, choc pour les commerçants. Des images aériennes montraient des bulldozers et des engins de chantier entourant les bâtiments qui, jusqu'à la veille, appartenaient à Winter Holdings. Le journaliste précisait que ces propriétés avaient récemment été acquises par des investisseurs étrangers dans le cadre d'un projet de développement plus vaste. Le téléphone de Mason sonna. C'était Dominique, les associés de Russo ont fait leur visite. Preston a essayé de fuir mais n'est pas allé loin. Ils l'ont coincé dans le parking. Aucune violence, comme vous l'avez demandé, mais ils ont bien fait comprendre que la dette devait être réglée avant la fin de la journée. Ils ont aussi repris la montre d'Harold et quelques autres objets qu'il avait mis en gage. Olivia, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler de ses yeux, lança d'un ton blessé, « Et tu l'as choisi, encore et encore, à ma place. Tu m'as exclu du dîner de Noël parce que je te gênais. Tu as volé l'argent destiné à mes études. Pourquoi devrais-je t'aider maintenant ?» Veronica se tourna désespérément vers Mason. « S'il te plaît, on peut trouver un arrangement. Je ferai en sorte qu'Olivia passe plus de temps avec toi. »
Je rembourserai le fonds universitaire, je te le promets. Annule ce que tu as mis en place. C'est trop tard, répondit Mason calmement. Les dominos sont déjà en train de tomber. La firme de Preston est terminée, la carrière bancaire de ton père est finie, et les propriétés commerciales sont en cours de démolition à l'heure où l'on parle pour laisser place à mon projet de développement. Véronica chuchota en réalisant l'ampleur de la situation, tu avais tout planifié. Tu attendais juste le bon moment. Non, la corrigea Mason, je m'étais préparé, mais je n'avais pas l'intention d'agir. Pas avant que tu exclues notre fille du dîner de Noël. C'était la goutte d'eau. Les yeux de Véronica s'écarquillèrent. Tout ce chaos, juste pour une invitation manquée? Non, tout ce chaos est le résultat de trahisons répétées pendant des années, culminant avec cette ultime insulte, rectifia Mason. Toi, Preston et ton père avaient conspiré contre moi pendant des années. Tu m'as trompé avec mon ami, tu as tenté de me voler ma société, et ensuite, tu as volé notre fille. Le dîner n'était que le moment où j'ai décidé que ça suffisait. Se tournant à nouveau vers Olivia avec un air suppliant, Véronica implora, aide-moi à le convaincre. Je pense que tu devrais partir, maman, répondit Olivia calmement. Papa n'a rien fait de tout ça. C'est vous, avec vos choix. Alors que Véronica quittait les lieux, pleurant ouvertement, Mason ressentit une pointe de doute. Avait-il été trop loin? Puis il se rappela les larmes d'Olivia lorsqu'elle avait découvert que sa mère avait volé son fonds universitaire, et sa détermination se raffermit encore. Le soir même, les informations rapportaient que Harold Winters avait été officiellement suspendu de son poste à la banque, avec une enquête criminelle en cours. Preston Dawson avait été photographié en train de quitter son bureau, escorté par la sécurité, tenant une boîte en carton contenant ses affaires personnelles. Et plus satisfaisant encore, la démolition des propriétés commerciales des Winters s'était achevée, laissant derrière elle des gravats là où autrefois se dressaient des bâtiments imposants. Le changement silencieux que Mason avait orchestré le jour de Noël avait bien déclenché une avalanche, et ce n'était pas encore terminé. Et parce que c'est la bonne chose à faire. Mason prit un moment pour réfléchir aux paroles de Diana. Elle n'avait jamais été directement impliquée dans les conspirations contre lui, du moins à sa connaissance. Elle avait toujours été gentille avec Olivia, même après le divorce. « J'apprécie ton honnêteté, dit-il enfin. Et je n'empêcherai pas Olivia de te voir si elle le souhaite. C'est sa décision. Merci. » Le soulagement de Diana était palpable. C'est plus que ce que je mérite, vu ce que ma famille t'a fait. Après la fin de l'appel, Mason resta pensif. Les excuses de Diana étaient inattendues, lui rappelant que même dans les familles motivées par la cupidité et la tromperie, il pouvait exister des personnes honnêtes. Son interphone sonna. Monsieur Blackwell, Véronica est là pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle est insistante. Mason soupira. Faites-la entrer. Quelques instants plus tard, Véronica entra dans son bureau. Elle avait l'air épuisée, ses vêtements de créateur remplacés par un jean et un simple pull. Son maquillage habituellement impeccable était minimal. « Merci de me recevoir », dit-elle en s'asseyant en face de lui sans y être invitée. « Que veux-tu, Véronica » demanda Mason sans détour. « J'ai demandé le divorce de Preston », déclara-t-elle. « Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de l'ampleur de ces jeux d'argent ou de sa conspiration avec mon père. » Mason haussa un sourcil. « Tu espères de la sympathie? Ou peut-être de l'aide? » Ni l'un ni l'autre, répondit-elle en soutenant son regard. « Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Toute cette destruction, la société de Preston, la carrière de mon père, notre ruine financière, était-ce vraiment juste parce que nous avons exclu Olivia du dîner de Noël? C'était le catalyseur, reconnut Mason. Mais la punition correspond au crime plus large. Toi, Preston et ton père avaient conspiré contre moi pendant des années. Vous avez volé notre fille. L'exclusion du dîner n'était que l'insulte finale qui m'a poussé à agir. » Les épaules de Véronica s'affaissèrent. « Si complète, murmura-t-elle. Si totale. Vous ne nous avez pas seulement blessés, vous nous avez anéantis. Tout comme tu as essayé de le faire il y a 5 ans, lui rappela Mason. La différence, c'est que moi,
j'ai réussi là où toi, tu as échoué. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, tu reconstruis ta vie, si tu peux. Sans Preston, sans l'influence de ton père, sans mon argent, et sans Olivia. C'est à elle de décider si elle veut encore une relation avec quelqu'un qui a volé son fonds universitaire et l'a exclu des réunions familiales. Véronica se leva pour partir, puis s'arrêta à la porte. Tu sais, Mason, j'ai toujours su que tu étais impitoyable en affaires. Je n'aurais jamais pensé que tu appliquerais cette même impitoyabilité à ta famille. Le sourire de Mason était froid. Tu as cessé d'être de la famille au moment où tu m'as trahi, moi et notre fille. Tout ce qui a suivi n'était que des affaires. Après son départ, Mason retourna à la fenêtre, observant Véronica quitter le bâtiment, une petite silhouette contre le décor enneigé de Seattle. Son téléphone sonna à nouveau. Olivia, cette fois. Salut papa, grand-mère Diana vient de m'appeler. Elle veut déjeuner avec moi un de ces jours. Ça te va? Mason pensa aux excuses de Diana. Si tu veux la voir, c'est ton choix. Je ne m'y opposerai pas. Merci. Elle avait l'air vraiment désolée pour tout. Olivia marqua une pause. Maman a aussi appelé. Elle va emménager dans un appartement et voulait savoir si je pouvais l'aider à déballer ce week-end. Mason se tendit. Que as-tu répondu? J'ai dit que j'allais y réfléchir, répondit Olivia, sa voix pensive. Papa, je sais que ce que maman a fait était terrible, le fonds universitaire, le dîner de Noël, tout ça. Mais elle reste ma mère. Mason ferma les yeux, se rappelant que la capacité de pardon d'Olivia était ce qui la rendait meilleure que ses parents. Quoi que tu décides, je te soutiendrai, dit-il finalement. Mais sois prudente. Ta mère a tendance à penser d'abord à elle. Alors que Diana avait réduit son train de vie en emménageant dans un modeste appartement dans une résidence pour retraités, Véronica s'en était peut-être le mieux sortie de tous. Après avoir divorcé de Preston, elle avait trouvé un travail en tant que coordinatrice d'événements dans un hôtel du centre-ville, un emploi qui mettait à profit ses compétences sociales mais ne lui offrait aucun des luxes auxquels elle s'était habituée. Elle et Olivia avaient prudemment reconstruit leur relation, se voyant pour des déjeuners occasionnels et s'appelant de temps en temps. Mason avait observé cette réconciliation avec réserve, mais il respectait le choix de sa fille. Olivia s'apprêtait à partir pour Stanford à l'automne, ayant été acceptée avec une bourse académique complète, son avenir assuré malgré le vol de son fonds universitaire par sa mère. « Te voilà » s'exclama Olivia, interrompant ses pensées en le rejoignant sur le balcon, resplendissante dans une robe d'été bleue, sa toque de diplômée à la main. « Tu te caches de ta propre fête ?» Mason sourit. « Juste besoin de prendre un peu d'air. »« C'est ta fête, pas la mienne. »« C'est quand même toi qui l'as organisée, » répondit-elle en s'appuyant contre la rambarde à ses côtés. « Merci pour tout. »« Tu l'as mérité toute seule, » lui assura-t-il. Ils restèrent un moment en silence, profitant ensemble du coucher de soleil. « Papa, je peux te poser une question ?» demanda finalement Olivia, la voix teintée de sérieux. « Bien sûr. Es-tu heureux de la façon dont tout cela s'est terminé ?» Mason réfléchit soigneusement à la question. « Je suis heureux que tu t'épanouisses, fier de tes réussites, reconnaissant que ton avenir soit sécurisé. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » insista Olivia. « La revanche contre maman, Preston, grand-père Harold. Est-ce que ça t'a rendu heureux ?» Mason se tourna complètement vers sa fille. Ce n'était pas une question de bonheur. C'était une question de justice. Ils nous ont trahis, ils t'ont volé. Ils méritaient des conséquences. Je sais que ce qu'ils ont fait était mal, reconnut Olivia. Mais voir ce qui leur est arrivé ces derniers mois, c'était dur. Surtout pour grand-mère Diana. Elle ne nous a jamais fait de mal. Diana était un dommage collatéral, admit Mason. Je ne l'ai jamais visée personnellement. Mais tu ne l'as pas protégée non plus, souligna doucement Olivia. Et maintenant, ils ont tout perdu, leur maison, leur argent, leur réputation. Ils ont fait leur choix, répondit fermement Mason. Chaque conséquence découle de leurs propres actions. Olivia resta silencieuse un moment. Tu sais,
Maman m'a demandé si elle pouvait venir aujourd'hui, à ma fête de remise des diplômes. Mason se raidit. Que as-tu répondu? J'ai dit non, avoua Olivia en croisant son regard. Parce que je savais que cela te mettrait mal à l'aise. Mais une partie de moi voulait qu'elle soit là. C'est quand même ma mère, malgré tout. Cet aveu surprit Mason. Malgré sa victoire complète sur ses ennemis, il s'était involontairement retrouvé à forcer sa fille à choisir entre ses parents. Tu aurais pu l'inviter, dit-il, presque à contre-cœur. Je n'aurais pas protesté. Olivia secoua la tête. Non, tu n'aurais rien dit, mais tu aurais été en colère, même si tu l'avais caché. Et aujourd'hui était trop important pour risquer des tensions. Mason réalisa la justesse de ses paroles. Même maintenant, 6 mois après sa vengeance, l'idée de voir Véronica chez lui faisait bouillir sa rage froide. Le truc, papa, continua Olivia, c'est qu'en te regardant ces derniers mois, aussi focalisé sur leur destruction, aussi investi là-dedans, je me suis demandé si la vengeance valait vraiment le prix à payer. Quel prix? Demanda Mason. La partie de toi que tu dois éteindre pour la poursuivre. La colère constante, l'incapacité d'avancer. Elle lui prit doucement le bras. Tu as gagné, papa, totalement. Mais tu n'as pas l'air plus heureux qu'avant. Cette vérité le frappa douloureusement. Malgré sa victoire totale, Mason n'avait trouvé aucune joie, seulement une satisfaction glacée que justice ait été rendue, suivie d'un vide qu'il n'avait pas anticipé. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, dit-il enfin. Je ne parle pas de pardon, rectifia Olivia. Je parle de lâcher prise, pour toi, pas pour eux. Avant que Mason ne puisse répondre, Dominique apparut à la porte du balcon. Désolé d'interrompre, mais il y a une situation qui nécessite votre attention. Mason hocha la tête vers sa fille. On en reparlera plus tard. Dans son bureau, Dominique lui transmit le dernier rapport. Véronica demandait un rendez-vous avec son avocat pour réclamer des objets personnels de leur ancienne maison, prétendant qu'ils avaient été conservés à tort lors de la vente. Refuse, ordonna Mason. Tout ce qui se trouvait dans cette maison faisait partie de la vente. Il y a autre chose, continua Dominique. Preston est de retour en ville et essaie de reconstruire sa réputation. La fureur glacée remonta en Mason. Trouve ses investisseurs, assure-toi qu'ils sachent toute la vérité sur ces fraudes. Une fois seul, les mots d'Olivia résonnèrent dans son esprit, tu as gagné, papa, mais tu n'as pas l'air plus heureux. Est-ce que sa quête de vengeance l'avait emprisonné? Alors que la fête s'éteignait, Olivia vint lui dire au revoir. Je sors dîner avec des amis, c'est d'accord? Bien sûr, répondit Mason en la serrant dans ses bras. C'est ta soirée, profitant. Quand elle partit, Mason se retrouva seul dans le Penthouse, entouré des restes de la célébration. Il se servit un bourbon et réfléchit aux paroles de sa fille, le poids de la vengeance toujours aussi lourd. Il retourna sur le balcon, où la nuit était tombée sur Seattle, lorsque son téléphone sonna. C'était Dominique, encore. La réunion avec l'investisseur de Preston, demain, a été étendue. Harold Winters sera également présent, apparemment pour tenter de reconstruire des liens. Qui d'autre? Demanda Mason. Plusieurs personnes de votre réseau. Ils testent les eaux, ils voient si votre opposition à Preston et à Harold est toujours aussi forte qu'avant. Mason aurait dû ressentir de la colère face à cette défiance. Mais à la place, une étrange lassitude l'envahit. Combien de temps encore ce cycle allait-il durer? Combien de fois devrait-il détruire ces gens pour être satisfait? Monsieur, insista Dominique, lorsque Mason resta silencieux. Que voulez-vous que je fasse? À cet instant, Mason pensa à Olivia, à sa sagesse, à sa capacité de pardonner de manière conditionnelle sans oublier les leçons de la trahison. Il pensa aux ressources qu'il avait consacrées à la vengeance, des ressources qui auraient pu être utilisées pour construire quelque chose de nouveau. Mais au lieu de cela, rien. Rien, dit-il enfin. Rien, répéta Dominique, visiblement perplexe. Laissez-les avoir leur réunion, laissez-les essayer de reconstruire. Ça n'a plus d'importance maintenant. Avec tout le respect que je vous dois, interrompit Mason, ils sont brisés, Dominique.
Ce qu'ils construiront désormais sera une ombre de ce qu'ils avaient. Ma vengeance est accomplie. Il est temps de se concentrer sur l'avenir, pas sur le passé. Après avoir raccroché, Mason fixa les lumières de la ville. Ses ennemis étaient vaincus, sa fille prospérait, et ses affaires étaient plus prospères que jamais. Peut-être qu'Olivia avait raison, peut-être que le véritable prix de la vengeance ne se payait pas par ses cibles, mais par celui qui la poursuivait, sous la forme d'une colère qui ne pourrait jamais être pleinement assouvie, d'un passé qu'il ne pourrait jamais vraiment laisser derrière lui. Mason Blackwell ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient trahi. Ce n'était pas dans sa nature. Il ne permettrait jamais à Preston, ni à Harold, de revenir dans son cercle. Il ne ferait plus jamais confiance à Veronica. Les conséquences de leur trahison les suivraient pour le reste de leur vie. Mais peut-être, pour son propre bien et pour celui d'Olivia, était-il temps de réorienter son formidable focus et son énergie vers la construction, plutôt que la destruction. Laisser la froide satisfaction de la vengeance accomplie céder la place à la perspective plus chaleureuse de nouvelles réussites. Lorsque Mason eut terminé son bourbon, il prit sa décision. Le changement discret qu'il avait opéré à Noël avait déclenché une avalanche qui avait enterré ses ennemis complètement. Il n'y avait plus rien à détruire. Il était temps de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines. Lorsqu'Olivia rentra plus tard dans la soirée, elle trouva son père dans son bureau, non pas en train de planifier une vengeance supplémentaire, mais en train de revoir des plans pour un nouveau projet de développement, un centre de recherche médicale à construire sur le site des anciennes propriétés de Winters. Toujours au travail, demanda-t-elle, s'appuyant contre le cadre de la porte. Je passe en revue quelques plans, répondit-il. Comment était le dîner? Bien. Elle l'étudia, curieuse. Tu sembles différent. Mason prit un moment pour considérer son observation. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit plus tôt, à propos de lâcher prise. Un éclat d'espoir brilla dans ses yeux. Et tu avais raison. L'admission lui vint plus facilement qu'il ne l'avait imaginé. La vengeance est complète. Il est temps de se concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau. Olivia traversa la pièce et le serra dans ses bras. Je suis fier de toi, papa. Lorsqu'il lui rendit son étreinte, Mason savait qu'il ne serait jamais un homme qui pardonne la trahison. Cet aspect fondamental de sa personnalité demeurait inchangé. Preston, Harold et Veronica ne seraient jamais les bienvenus dans sa vie. Mais peut-être pourrait-il être un homme qui, après avoir accompli sa vengeance, savait quand tourner la page, non pas pour le bien de ses ennemis, mais pour le sien, et pour la fille qui, d'une manière ou d'une autre, était sortie du creuset du conflit parental avec une sagesse bien au-delà de ses années. Le changement discret qui avait déclenché une avalanche de destruction à Noël avait rempli son objectif. Maintenant, il était temps d'opérer un changement différent, centré sur l'avenir plutôt que sur le passé. Pour Mason Blackwell, cela devrait suffire. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. Oh my god. Oh my god, the unnamed. After a full night of being up, just cannot lose. Goes all in and drops to zero mana. That is tough. Can we all get an RIP from my boy, the unnamed? Moment of silence. If you live stream, no one would judge. I would judge. Please don't leave. Yep. Yep. Yeah, I feel that, man. I feel that. That's tough. Hey, you know what? You can always come back, though. When one door closes, another opens. The unnamed.
Have you considered doubling your last bet? Oh, that's tough. You tried to do the sound thing, but he doesn't have enough mana. You can't even fall, bro. Oh no. We are so generationally down right now. Is it give? I think it is give. Give and then the user and then the amount. I think. If it's not give, it'll be give points. But just try give. I think give just works. Okay, I'm a little nervous to, well, actually I think I'm fine. I do have to lock in a little bit here because we're getting to where I'm gonna encounter some monsters, and a skeleton can like gets me every time. Skeleton can like two-shot me, you know. Yeah, you gotta tell the bot who you're giving the points to. Okay. Oh, hello. How are we doing today, chat? How was your Friday? Anything crazy happened today? Who pissed you off at work today, chat? Tell me all about it. How do you check? You can do exclamation point points or exclamation point mana. Okay, we're saving the diamonds for a pickaxe. Oh my god, there's diamonds right there. Yo, fastest diamonds speed run? Oh shit, never mind. That was 3 skeletons. It can wait. It can wait, it can wait, it can wait, it can wait. Ah! I'm dead. I'm actually dead. Wait. Oh. Okay. Apple, apple, apple. Thank you, Blue Crab. Your name, thank you. Oh my god. Oh, I didn't need the apple. Oh well. Woo! Dude, I forget how fucking weak we are. Hey, thank you, chat. We got homies in the chat room today. After last night, everyone trying to kill my ass. Thank you, chat. Thank you. Thank you. Thank you. Speedrunning, hold on. Alright, alright.